Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la 3e saison de Héros Anonymes. Au moment de la première diffusion de cet épisode, nous sommes en novembre. Et on dit souvent que le mois de novembre, c'est un temps sacré pour se rappeler de nos proches disparus. Or, pour certaines personnes, ce souvenir est encore très vif parce que le deuil, il est tout récent. Pour les accompagner dans ce passage difficile et mouvementé, elles peuvent compter sur le soutien de l'organisme Lumivie. Parce que, comme le chantait Félix Leclerc, parce que c'est grand la mort, il y a plein de vie dedans. Depuis plus de 30 ans, Lumivie est aussi présent pour les personnes en fin de vie et leurs proches aidants. Pour nous présenter cet organisme lumineux qu'est Lumivie, je reçois la directrice générale Hélène Nadeau, qui saura certainement nous donner des conseils pour mieux interagir avec les personnes endeuillées. Malheureusement, dans certains cas, le deuil origine d'un décès par suicide. C'est ce que notre deuxième organisme tente de prévenir. Le Tournant offre une ligne d'intervention téléphonique 24/7 et divers types d'accompagnement auprès de personnes en crise et de leurs proches. Peu importe l'ampleur de la détresse, nous recevrons la directrice du Tournant, Lydie Elisha, qui souhaite que l'on sache demander et accepter de l'aide lors d'une crise et de reconnaître les signaux de détresse chez nos proches. Comme vous voyez, ce sont encore 2 organismes essentiels à l'antenne des Héros Anonymes cette semaine. Après la courte pause, nous accueillons Lydie Elisha de l'organisme Le Tournant. Notre première invitée est Lydie Elisha. Elle est la directrice de l'organisme Le Tournant, un centre de crise et de prévention du suicide avec un mandat en réadaptation psychosociale en santé mentale. Bonjour Lydie. Bonjour. C'est un sujet dense à aborder et j'espère trouver les bons mots parce que je sais que c'est en lisant un petit peu le dossier de recherche, je me rendais compte à quel point on ne sait pas toujours bien nommer les choses. Oui, effectivement, c'est un sujet qui est dense, mais bon, on est là pour en parler aujourd'hui, donc je suis ravie de cette invitation. Ben, vous jouez un rôle essentiel. Il y a malheureusement beaucoup d'anxiété dans l'air, mais ceci dit, on est là pour démystifier un petit peu la différence entre de l'anxiété et qu'est-ce qui peut impacter en fait la santé mentale au milieu de tout ça, puis faire en sorte que certaines personnes vont présenter des taux de suicide plus élevés. Donc, un peu nous débroussailler un peu le sujet et surtout voir comment vous venez en aide à ces personnes. D'accord, très bien. Okay. Est-ce qu'on peut peut-être justement, lorsqu'on parle de personnes qui sont mortes par suicide, juste nous faire un tableau un petit peu. Quelles sont qu'est-ce que vous entendez par là? Par rapport aux statistiques? Oui, c'est ça. Oui, les statistiques, en fait, au niveau du Québec, c'est environ 3 personnes qui s'enlèvent la vie par jour. Après, au niveau des tableaux, ça peut être très varié. Là, c'est sûr que depuis la pandémie, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une augmentation de la détresse, pas forcément une augmentation des passages à l'acte. Donc, c'est vrai que vous parlez d'anxiété, mais il y a de plus en plus d'anxiété dans la population, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est des personnes qui vont passer à l'acte. Ça, c'est resté relativement stable, mais c'est sûr que depuis la période de la pandémie, il y a une augmentation de la détresse émotionnelle de façon générale dans la population.
Alors, c'est sûr que chez les jeunes, c'est un peu plus marqué. Donc, on a davantage d'appels des jeunes, mais aussi au niveau de tout ce qui est prévention du suicide, en fait, ça peut toucher toutes sortes de catégories d'âge, catégories sociales. C'est en fonction aussi de différents facteurs. Là, c'est pas juste un facteur. Donc, nous, on est là pour aider vraiment tout le monde. Dépendamment de l'âge, par exemple, la ligne d'intervention de crise de prévention du suicide, elle est ouverte à tous. Elle est ouverte aussi aux proches qui s'inquiètent pour quelqu'un, aux intervenants. Donc nous, on est là pour répondre aux différentes questions, pour évaluer le risque de passage à l'acte suicidaire. Mais je voudrais aussi rappeler qu'on est aussi un centre de crise. Donc centre de crise, ça ne veut pas forcément dire centre de prévention du suicide. Donc ça veut dire ça peut être aussi des crises qui sont psychosociales. Donc par exemple, quelqu'un qui vit une difficulté situationnelle, donc qui a perdu son emploi, quelqu'un qui vit une rupture difficile peut aussi nous appeler. C'est pas juste réservé pour les crises suicidaires. Donc tout type de crise en fait qui font que au niveau de la vie de la personne c'est difficile, ils sentent par exemple une perte de contrôle ou des difficultés justement à vivre cette détresse, ils peuvent nous appeler. Donc, ça pourrait s'avérer que cette personne-là va avoir des idées noires, mais pas nécessairement des idées noires qui vont mener justement à un suicide. Oui, par exemple, si on parle d'une crise psychosociale, donc ça peut être quelqu'un qui est très en colère ou quelqu'un qui est très triste mais qui n'a pas forcément des idées suicidaires et qui a besoin peut-être de ventiler, de discuter avec quelqu'un. Ne serait-ce que pour justement désamorcer la crise, faire un peu le point. Puis nous, en fait, on peut offrir de l'hébergement de crise, donc ça permet à la personne de se déposer, justement, pendant un temps, en fait, elle est hébergée chez nous, donc elle a un encadrement qui lui est offert, qui permet justement de faire le point sur la situation et de prendre du recul. Donc c'est vraiment un espace pour se reconstruire physiquement et mentalement. Donc ça, c'est de l'hébergement qu'on offre au niveau de la crise. Et peut-être nous définir qu'est-ce qu'on entend par crise, parce que souvent on a tendance à l'associer à des crises financières, des crises que les enfants peuvent faire, mais dans un contexte comme celui qui est votre terrain d'action, qu'est-ce que le mot crise signifie? Ben, ça peut être différents types de crises. Alors, c'est sûr que nous, quand on entend crise, par exemple, comme souvent, nous, dans notre mandat, on a un double mandat, donc on peut penser à la crise suicidaire, bien sûr. Donc, c'est des personnes qui ont des risques de passage à l'acte suicidaire. Puis, on a, comme je disais, il peut y avoir aussi d'autres crises. Donc, la crise psychosociale, donc c'est, par exemple, une situation imprévue dans la vie. Par exemple, une rupture amoureuse, la perte d'un emploi qui fait que la personne, elle se sent déstabilisée. Qui peut faire que justement cette crise arrive brusquement, mais la crise en fait sa définition, si on pourrait dire, c'est vraiment quelque chose qui est temporaire, c'est pas un état permanent. Mais qu'est-ce qui fait que par exemple on en a tous vécu des ruptures, des deuils, des pertes d'emploi, mais qu'est-ce qui fait que ça nous met dans un état de crise? Parce qu'on peut être fâché, on peut être triste, mais on serait pas nécessairement en crise. C'est cette nuance-là que j'essaie de comprendre. Mais ça dépend des personnes, des capacités d'adaptation de la personne. Puis, comme vous l'avez dit, effectivement, un même événement ne peut pas toucher les personnes de la même façon. Ça dépend vraiment de comment est la personne à ce moment-là. Mais ce que je pourrais dire, c'est que la personne à ce moment-là n'a pas la capacité à gérer la situation, mais c'est une situation qui est temporaire. La crise, la définition qu'on pourrait donner, c'est que c'est temporaire et que c'est quelque chose qui arrive brusquement. Donc oui, il y a un pic, puis après ça redescend. Donc nous, notre travail, en fait, c'est de faire en sorte que la crise redescende, puis on est là pour accompagner la personne justement à vivre ses émotions, à comprendre la situation pour justement la désamorcer. Oui. Donc, autrement dit, c'est vraiment cette capacité-là d'être capable d'avoir accès à ces ressources et d'arriver à la gérer. Donc, en état de crise, on n'y arrive plus. En état de crise, c'est comme on a une situation de perte de contrôle, on a l'impression que tout va mal. Puis le travail des intervenants, justement, c'est de faire en sorte de désamorcer la crise, de montrer qu'on est là, d'apporter du soutien, puis c'est ça, d'explorer les éventuelles pistes, en fait, justement, pour aller mieux. Mais c'est sûr que quand la personne est tout en haut de la crise, là, il faut surtout être là pour veiller à sa sécurité, veiller à ce qu'elle soit pas seule. Puis il y a comme on parlait des différents types de crises, mais il y a aussi des crises psychotraumatiques. Donc par exemple, ça peut être des événements violents avec une très grande sévérité. Par exemple, une personne qui vit une agression très violente, un grave accident, qui a un incendie chez elle, des choses comme ça. Donc ça aussi, ça peut être très traumatisant. Donc la personne, elle peut aussi tomber en état de crise.
Puis nous, on est là aussi pour accompagner ce genre de personnes. Donc ça, c'est pour ça que c'est important de le mentionner parce que souvent, on va penser juste crise suicidaire, mais il faut aussi que les personnes sachent que les centres de crise, on est là pour accompagner ce type de situation également. Et comment on ferait la distinction, par exemple, envers une ligne d'écoute traditionnelle, je dirais? Une ligne d'écoute traditionnelle, donc oui, ça peut être quelqu'un qui vit de la détresse, elle peut appeler, etc. Mais nous, on est vraiment, par exemple, une ligne d'intervention de crise, prévention du suicide. Donc nous, on est là vraiment pour évaluer la détresse psychologique. Donc c'est vraiment, on va déterminer si la personne, mais c'est ça, on explore la situation, pour voir les éléments de danger et pour éventuellement la référer vers l'hôpital ou autre. Mais on est aussi là pour désamorcer la crise. Une ligne d'écoute, ça peut être quelqu'un qui a juste besoin de ventiler pour sa journée. J'ai passé une mauvaise journée, je me suis disputée avec ma blonde, etc. Donc là, la personne, elle peut appeler. C'est sûr qu'eux aussi, la plupart souvent, ils sont formés. S'ils voient qu'il y a des propos inquiétants, là, ils vont appeler des renforts, ils vont passer le relais là. Et je sais que l'une de vos volontés, c'est de normaliser l'appel, de faire en sorte que ce soit normal de demander de l'aide, parce que j'imagine que c'est une des plus grandes difficultés pour certaines personnes d'accepter qu'elles ont besoin d'aide. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Donc, plus on démocratise, plus on normalise le fait d'appeler, plus les gens vont pouvoir être capables de faire la démarche. Puis se dire que, au contraire, c'est courageux de faire la démarche de nous appeler. Il faut pas avoir honte. Au contraire, c'est très courageux de faire ça. Puis, et pareil pour les proches aussi, qu'il faut pas qu'ils hésitent à nous appeler s'ils ont des inquiétudes. Donc nous, on est là pour répondre à leurs questions. Il n'y a pas de questions bêtes. On répond à leurs inquiétudes, puis on essaie d'orienter au mieux. Les intervenants aussi nous appellent parce que nous, notre spécialité, c'est vraiment justement la gestion des crises, la gestion de la crise suicidaire. Donc il y a parfois des intervenants qui travaillent dans le réseau, etc. Mais c'est pas leur spécialité, donc ils peuvent aussi nous appeler. Puis on fait l'évaluation pour l'usager pour lequel ils s'inquiètent. Okay, donc, votre service s'adresse aussi à d'autres professionnels, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Il y a d'autres professionnels qui peuvent nous appeler. Okay. Et ce serait quoi, par exemple, des signaux de détresse auxquels être particulièrement à l'affût, que ce soit pour soi-même ou pour un proche? C'est sûr que les signaux de détresse qu'on peut observer, par exemple, c'est une personne, si on parle, par exemple, au niveau du suicide, c'est une personne qui va avoir des propos qui sont un peu préoccupants, qui va dire là vous serez mieux sans moi, j'ai envie de quitter ce monde, etc. Ou une personne qui commence par exemple à se renseigner sur les méthodes de suicide, qui a un intérêt par exemple à tout ce qui est en lien avec la mort. Donc ça, c'est des choses en fait qui peuvent indiquer que la personne elle pense au suicide. C'est surtout ça, c'est si elle a comme un espèce de plan. Avec déjà le lieu, la date, le moyen, etc. Donc c'est sûr que là, on peut s'inquiéter. Puis, mais c'est ça, c'est surtout le fait d'avoir quelque chose de précis. Après, il peut y avoir des idées suicidaires ou des personnes qui vivent la détresse psychologique, ça c'est encore autre chose. Par exemple, la détresse psychologique, c'est quelqu'un qui, par exemple, tout d'un coup, il a plus envie de faire les activités qui lui plaisaient jusqu'alors. Il a un manque d'hygiène, il est très isolé, il veut plus dans la personne. Quelqu'un qui a des émotions qui sont très difficiles à contrôler, par exemple, il est très en colère, grande tristesse, ou à l'inverse, ça montrer une grande nervosité, agitation. Donc, ça, c'est des changements brusques en fait dans le comportement. Là, on se dit, là, il y a de la détresse, psychologique derrière. Si vous voulez bien, Lydie, on fait une courte pause et ensuite, on voudra creuser un petit peu plus là, comment le tournant est une ressource précieuse pour les gens qui font face à ce type de détresse. On revient dans un instant. Parfait.
Chantal Doré au micro des Héros Anonymes avec la directrice de l'organisme Le Tournant, Lydie Elisha. Lydie, il y a un grand volet aussi dans vos services qui sont tous les services autour de la réadaptation en santé mentale. Donc, de quoi il s'agit exactement? La réadaptation en santé mentale, donc c'est pour toutes les personnes qui ont des troubles de santé mentale qui sont graves et qui font une démarche en fait de réinsertion dans la communauté. Donc nous, essentiellement, ce qu'on propose, c'est surtout de l'hébergement ou du soutien dans le milieu. Donc, par exemple, quand on parle d'hébergement, on offre de l'hébergement en réadaptation. Donc, c'est un service qui est volontaire et qui a pour objectif, en fait, d'amener l'individu à reprendre le contrôle de sa vie. Donc, justement, en travaillant sur les activités de la vie quotidienne et à préparer sa réintégration dans son milieu ordinaire. Donc, les séjours qu'on propose, c'est des séjours de 3 à 6 mois en fonction du plan d'intervention qu'on a fait avec la personne. Puis, c'est au niveau de la clientèle, c'est des clientèles qui sont relativement stabilisées. Donc, c'est sûr qu'on ne prendra pas des personnes qui sont en crise. Oui. C'est des personnes qui ont effectivement un diagnostic ou qui ont des enjeux de santé mentale. Mais qui, justement, sont dans une démarche justement de travailler leur autonomie, développer leurs compétences psychosociales et donc travailler tout ça. Donc cet hébergement-là, en fait, est proposé, donc comme je disais, c'est du moyen court terme et les intervenants vont travailler sur les activités de la vie quotidienne, de la vie domestique avec eux et progressivement, ils vont gagner en autonomie. Donc, et l'objectif, c'est vraiment de repartir après dans leur milieu ordinaire, donc dans la communauté. Et ces personnes-là, est-ce que elles arrivent chez vous en provenance, par exemple, de départements de psychiatrie des hôpitaux? Oui, alors là, on a un service qui s'appelle aussi Mi-chemin. Donc là, c'est vraiment spécifiquement pour les personnes qui sortent de l'hôpital. Donc, c'est des personnes qui ont eu un séjour en hôpital psychiatrique, par exemple. Et l'objectif, là, c'est vraiment de stabiliser l'état émotionnel. Puis, une fois, mettons, qu'ils ont été stabilisés en mi-chemin, ils peuvent aller après dans les services de réadaptation. Après, on peut avoir effectivement d'autres personnes qui ne passent pas forcément par notre service mi-chemin, qui viennent peut-être en réadaptation directement, mais c'est quand même un peu plus rare. Mais quand même, ça existe. Par exemple, des personnes qui ont des enjeux de santé mentale, mais qui étaient dans un autre organisme. Après, ils viennent chez nous. Donc là, on les accompagne. Mais l'idée, c'est ça, c'est de travailler la démarche de réinsertion dans la communauté. Et comment vous faites pour établir des mécanismes là, de concertation dans un milieu qui est malheureusement, j'imagine, comme dans beaucoup de situations dans le milieu de la santé, et plein de silos? Parce qu'il y a eu des cas dans les médias, notamment si on parle du suicide, des cas médiatisés où ce qu'on a entendu dans les médias, c'était qu'on avait échappé des personnes. Est-ce que c'est des transitions entre des institutions qui se font mal? En fait, c'est ça, c'est qu'il faut vraiment travailler de façon tissée serrée avec tous les acteurs. Donc, il faut travailler en collaboration. Donc, c'est des collaborations qui sont quasi quotidiennes. Oui. Donc, c'est sûr que l'objectif, c'est vraiment de se concerter au maximum avec tous les acteurs, donc d'échanger. C'est surtout dans les périodes de transition quand la personne sort, par exemple, de l'hôpital. Oui. C'est pour ça qu'on propose ce type de séjour chez nous, pour justement stabiliser l'état émotionnel. Puis dans ces cas-là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'hôpital directement, on fait l'évaluation avec la personne, voir si ça cadre bien au programme. Puis après, si ça va bien, on l'intègre dans nos services. Mais le plus important, c'est effectivement ce travail de collaboration et d'avoir cette responsabilité partagée là, parce qu'il faut qu'on soit très très rigoureux dans les suivis, très rigoureux dans l'évaluation, etc. Parce que c'est derrière, c'est la vie des gens. Donc pour nous, c'est très important de travailler de façon tissée serrée avec la police, les services du réseau de la santé, des services sociaux, les autres organismes communautaires. Donc, on a des échanges tous les jours avec ces partenaires-là, justement, pour assurer la sécurité de ces personnes. Ouais. Parce que j'avais lu que ça pouvait arriver qu'une personne qui a décidé d'utiliser de passer à l'acte, pourrait tout à coup avoir un regain d'énergie qui pourrait nous envoyer un message contradictoire de dire, bon, mais elle semble aller mieux.
Oui, ça effectivement, c'est effectivement un des signes qui pourrait inquiéter. Donc c'est quand une personne a un regain d'enthousiasme, parce que généralement là elle se dit ah ben j'ai décidé à quel moment je vais passer à l'acte, à quel moment je vais mettre à exécution mon plan. Puis ça lui donne comme un espoir là d'aller mieux, parce que tout est noir dans son monde à elle. Donc c'est sûr que là, suite à cette période de découragement, c'est comme si elle avait une porte de sortie pour aller mieux. Donc quand on voit quelqu'un qui était très très découragé pendant très longtemps, qui était dans le désespoir, etc., qui d'un coup a un regain soudain, là ça peut être un signe effectivement que la personne risque de passer à l'acte. Si Mais dans ces cas-là, le mieux c'est... Oui. Ouais. Le mieux dans ces cas-là, c'est d'appeler des professionnels comme le Tournant, là, donc un centre de prévention du suicide, pour qu'on puisse faire une évaluation complète. Oui, parce que je me mets dans la peau d'un auditeur, que ça peut être un proche qui est inquiet d'une personne de son entourage et qui ne vous a pas encore contacté et qui pourrait se dire « Ah, ben ça y est, ça s'est placé, la situation s'est réglée, elle a trouvé des ressources. » Donc, qu'est-ce qui pourrait nous mettre aux aguets là, que c'est peut-être pas un regain d'énergie normal versus tout à coup une personne qui a retrouvé ses ressources? Ben après, ça prend une évaluation, parce que c'est sûr, c'est pas juste cette phrase-là. Là, il faut que ça soit un ensemble en fait qu'on va évaluer. On va regarder si la personne, comme je vous disais, est-ce qu'elle a un plan, est-ce que, par exemple, elle a consommé, est-ce qu'elle prend sa médication, est-ce qu'elle fait bien attention à son hygiène, est-ce qu'elle a un environnement autour d'elle sur lequel elle peut s'appuyer, est-ce qu'elle a des proches, est-ce qu'elle a des amis qu'elle peut appeler. Donc tout ça, c'est des éléments qu'on va évaluer, qu'on va discuter directement avec la personne. Ou avec le proche, éventuellement si on parle avec le proche. Mais c'est sûr que le mieux, c'est de faire appel en fait à un spécialiste en fait en prévention du suicide qui va pouvoir faire l'évaluation du risque de passage à l'acte suicidaire. Dites-moi, pour un proche, j'entends que ça vaut quand même la peine de passer un coup de fil pour se renseigner. Est-ce que vous avez par exemple, des cas de proches qui se sentent responsables ou qui se sentent coupables de ne pas avoir été assez à l'affût de ces signes-là? Oui, en fait, nous, on propose des groupes justement pour, malheureusement, les personnes qui ont eu, qui sont endeuillées par suicide. On propose des groupes justement pour les personnes endeuillées par suicide, parce que c'est sûr qu'on peut ressentir de la culpabilité. Puis nous, ce travail-là, c'est de pouvoir les accompagner. Mais ça, c'est pour des personnes pour qui le suicide du proche a eu lieu il y a plus de 6 mois, parce qu'il faut quand même que la personne soit relativement stabilisée au niveau émotionnel pour pouvoir en parler dans un groupe. Sinon, on peut faire aussi des mesures de postvention auprès des proches. Donc là, c'est comme par exemple le passage à l'acte a eu lieu il y a peu de temps. Donc on va accompagner les proches. Donc l'objectif, c'est vraiment de diminuer les impacts des réactions de stress, de crise et de deuil que peuvent ressentir la personne. Donc là, comme vous l'avez dit, la culpabilité, donc on va travailler là-dessus. Donc là, notre équipe rencontre les personnes qui ont été impactées, et l'objectif, c'est d'intervenir rapidement auprès d'elles. Et vous parlez de votre équipe. Décrivez-moi cette équipe. Vous êtes combien d'intervenants? Il y a à peu près 35 intervenants. Donc c'est sûr qu'au niveau 35 plutôt employés. Donc on est aussi une équipe de gestionnaires. Donc au niveau des services, en fait, on a les services de ligne de crise et de prévention du suicide. Donc eux, c'est des personnes qui sont au téléphone, qui vont répondre aux appels. On a aussi une équipe qui est à l'hébergement. Donc là, c'est pour les personnes qui sont en hébergement de crise, qui sont aussi à l'hébergement en réadaptation. Donc comme je disais, tout ce qui est réadaptation en santé mentale. Et on a d'autres services, donc des services plus de suivi. Donc on offre du suivi. Donc là, j'en avais pas parlé, mais on offre du suivi du soutien d'intensité variable. Donc là, c'est un programme qui s'adresse aux personnes qui ont des troubles de santé mentale graves et persistants, mais qui sont quand même capables de vivre dans leur milieu naturel, donc leur milieu ordinaire. Donc ils sont à la maison. Puis là, il y a des intervenants qui les accompagnent dans les activités de la vie quotidienne, pour justement essayer de travailler le rétablissement et la réadaptation de la personne à un niveau le plus optimal possible. Donc là, c'est une équipe aussi d'intervenantes en fait qui interviennent auprès de ces personnes, et ils font des rencontres entre 2 à 7 suivis par mois. Puis on a aussi des personnes, deux intervenantes qui travaillent dans ce qu'on appelle le suivi étroit.
Donc le suivi étroit, c'est pour des personnes qui sont à haut risque de passage à l'acte suicidaire ou qui ont déjà posé un geste suicidaire. Et l'objectif, en fait, c'est de leur proposer un suivi assez rapidement, justement, pour diminuer le risque de passage à l'acte et de ce qu'on parlait tout à l'heure, là, de proposer un filet de sécurité auprès de ces personnes. Parce qu'on sait qu'une personne qui est déjà passée à l'acte a plus de risques de passer à l'acte par la suite. Donc, nous devons faire une tentative. Donc, ce travail-là est très, très important. Puis là, les deux personnes qui font du suivi étroit, elles font des rencontres individuelles. C'est des rencontres qui ont lieu une fois par semaine. Et ça permet à la personne de se repositionner, on retravaille l'espoir, on travaille aussi pour diminuer tous les facteurs de risque et développer aussi les facteurs de protection. Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir avec la personne qu'est-ce que je fais quand ça va mal, qui est-ce que je peux appeler, qu'est-ce que je peux me mettre en place comme stratégie justement pour aller mieux. Donc ça, c'est des suivis qui sont très importants. C'est là où on parlait de la collaboration avec l'hôpital. Oui, c'est là où c'est très important. Ils nous font des références à ce moment-là. Une personne qui était hospitalisée, on reçoit une référence en suivi étroit, puis nous, on amorce le suivi très rapidement. Donc, j'imagine que vous êtes financé par les services ministères santé, services sociaux. Oui, effectivement, on est financé par le ministère, oui. Est-ce que je peux vous demander de donner le numéro en ondes si jamais il y a des proches qui se sentent inquiets? Oui, absolument. Donc, juste pour préciser que nous, en fait, on dessert la région de Montérégie-Ouest. Donc, c'est Salaberry-de-Valleyfield, Beauharnois, le Vaudreuil-Soulanges et le Haut-Saint-Laurent. Mais il y a des centres de crise et prévention du suicide dans chaque région du Québec. Donc, notre numéro est valable pour notre territoire, pour notre clientèle. Donc, le numéro, c'est le 450-371-4090. Mais sinon, si vous inquiétez pour un proche qui a des idées suicidaires, vous pouvez faire le 1866 appel. Oui. Sinon, si c'est pour des questions plus de crise, comme je disais au départ, là, par exemple, une personne qui vit une rupture difficile, qui a des difficultés plus d'ordre situationnel, donc là, c'est plus une crise psychosociale. Là, vous pouvez aller sur le site du RECIC, donc qui est le regroupement des services d'intervention de crise du Québec, où vous allez pouvoir trouver en fait un centre de crise dans votre territoire. Parfait. Et si vous n'en trouvez pas, vous avez toujours le 811 option 2. Excellent. Merci beaucoup de nous avoir donné accès à ces ressources. Lydie Elisha, directrice de l'organisme Le Tournant. Merci beaucoup pour votre excellent travail. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. Pour ce deuxième bloc de sujets graves, mais néanmoins très, très importants parce que on le vit tous. On vit tous un jour un deuil. On vit tous la mort un jour ou l'autre, mais on est tous affectés un jour ou l'autre par le deuil. C'est bon de savoir que dans des moments difficiles comme ça, il y a des gens expérimentés qui savent de quoi ils parlent, qui sont là pour nous accompagner. C'est le cas de Lumivie, qui offre un accompagnement et un soutien pour les personnes endeuillées. Et nous avons en studio avec nous la directrice générale, Hélène Nadeau. Bonjour, Hélène. Bonjour, Chantal. C'est un sujet sur lequel, des fois, j'ai l'impression qu'on est un peu maladroit. Hein? Ne serait-ce que dans les funérailles, les gens savent pas toujours quoi dire aux personnes, même quelle posture prendre. Est-ce que je fais un air de pitié? Est-ce que, tu sais, même aux funérailles, est-ce que j'ose évoquer des bons souvenirs? On sait pas toujours qu'est-ce que la personne attend de nous. Je pense que le terme maladresse, c'est le bon terme. Ouais, hein. De manière générale, les gens sont pleins de bonne volonté, oui. Mais on nous dit souvent « je sais pas quoi dire ». Oui, hein, c'est ça. Moi, je suis rendue à dire aux gens « si vous ne savez pas quoi dire, vous êtes mieux de rien dire plutôt que de dire une maladresse. Mais vous pouvez acheter une palette de chocolat, donner une petite tape sur l'épaule et simplement dire « je suis là ». Oui, ouais, c'est beau, un regard. Exactement, exactement. Mais on dit souvent dans le doute, on s'abstient. Mais on ne s'abstient pas de manifester qu'on se sent concerné. Ah oui. On ne s'abstient pas de manifester qu'on le sait que cette personne-là, elle vit une situation de vulnérabilité. On fait un geste de bienveillance.
tout le monde, on trouve ça drôle, la palette de chocolat. C'est pas grave ce que c'est. L'idée, c'est de faire un geste vers la personne qui est souffrante. Oui. Et là, bon, on le sait, au moment des funérailles, il y a une espèce de... Il y a beaucoup d'énergie qui entoure tout ça. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Il y a beaucoup d'actions. Les processus après un décès sont complexes. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On est dans un tourbillon qui, des fois, peut-être on n'a pas nécessairement le temps de vivre nos émotions. Mais ensuite, j'imagine, quand là, on retourne à la maison, une fois que tout ça est fini, est-ce que c'est là vraiment que le deuil commence? La première chose que j'aurais envie de vous dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de règles sur le deuil. On a chacun d'entre nous notre manière de le vivre. Oui. C'est vrai que dans un premier temps, souvent, on va avoir tendance à résister. On n'a pas envie de se plonger dans cette peine-là, dans cette souffrance-là. Alors, on va s'agiter, on va faire plein de choses. Inévitablement, il y a un moment où ça nous rattrape. Et je ne veux pas être sarcastique, mais il faut que ça nous rattrape. Ouais. Il faut qu'à un moment donné... On y échappe pas. Il faut qu'on la regarde, cette peine-là. Souvent, au moment du décès, rapidement après, on est bien entouré. La famille est là, les proches sont là, les amis sont là. Mais plus le temps passe, plus notre réseau retourne à sa vie. Oui. Mais nous, on reste là avec notre peine. On reste là avec notre souffrance. Et il y a même des gens qui se font dire « Parle-moi-en plus, là. Reviens-en, ça fait 6 mois. » Hey, c'est pas facile à recevoir, ça. Non, c'est pas facile à recevoir. C'est une manière de dire à quelqu'un « T'es pas supposé avoir de la peine. » Tu devrais en être revenu. Exactement. C'est pas vrai. Il y a pas de calendrier sur un deuil. Il y a tellement de facteurs qui jouent sur la manière dont on va le vivre. Ce qu'on a besoin, c'est que quelqu'un nous dise « Ben oui, t'as de la peine. » Être validé dans ce qu'on vit. Ouais. Avoir le droit d'être dans notre peine, dans notre tristesse, et même de se répéter, si on a besoin de se répéter. Mais ça, dans la société dans laquelle on est, c'est pas nécessairement des choses qu'on fait facilement. On est dans la performance, les choses devraient aller vite. Puis là, on parle d'un deuil issu d'un décès, mais ça peut être le deuil d'une perte d'emploi, le deuil d'une étape de la vie, le deuil d'une personne parce qu'il y a eu une rupture. Moi, je sais que j'ai exactement fait ça à mon divorce. J'ai passé un 6 mois je me suis acheté une maison que j'ai rénovée de fond en comble. Et voilà. Et j'ai vécu mon deuil chez Renault, Rona, à peu près tout ça. Et je me rappelle que c'est au moment où la maison s'est vidée, que tous les ouvriers de la construction sont partis 6 mois plus tard, que là, je me suis mise à pleurer. J'avais créé une temporisation, mais inévitablement, la peine est revenue. Et nous, on appelait ça une résistance au deuil. Que ça soit par l'action, par le déni, peu importe la manière. Et il ne faut pas penser que c'est pas correct. On a besoin de cette forme de résistance-là. Ça veut simplement dire qu'on a besoin de temps pour encaisser ce qui nous est arrivé. Alors, c'est pas négatif. On réagit tous comme ça. On cherche tous à se protéger. Tout le monde fait ça. Mais à un moment donné, on rencontre la peine. Puis est-ce qu'il y a des gens qui ont tendance à aller plus dans l'action que d'autres, que ça c'est plus près de leur personnalité? Je vous dirais que c'est très variable. Ouais. Ça passe de l'hyperactivité à l'isolement, à la malaise physique. Divan pendant... Exactement. Ça peut être des malaises physiques, ça peut être des comportements pas nécessairement bons pour la personne. Alors, il y a plein de manières de résister. Mais on arrive tous au même point. Il faut le regarder. Il faut le regarder. Et j'ai comme cru comprendre que parfois, il y a un second décès qui arrive ou un second deuil qui réveille un vieux deuil qui n'était pas complètement guéri. Premièrement, je me permettrai de dire que le deuil, c'est un processus naturel. Fait que je ne parlerai pas de guérison dans ce sens-là. Mais je vous dirais... C'est pas une maladie. C'est pas une maladie, un deuil. C'est parfaitement naturel, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Ben non, c'est ça. Personne n'aurait survécu. Il n'y a pas de vaccin contre le deuil. Exactement. Mais, depuis le début, je vous dis, il faut aller dans sa peine, il faut la rencontrer. Et si on ne l'a pas fait dans une situation antérieure, ben oui, ça la réveille.
Puis il y a aussi le fait qu'on a vieilli, on a changé, on voit plus les choses de la même manière. Fait que ça peut aussi jeter un éclairage différent sur un deuil précédent. Vous avez ouvert sur quelque chose de très intéressant tout à l'heure, qui est le deuil par perte. Oui. Que ça soit un divorce, que ça soit un emploi. Mais pensons à tous les gens qui ont des pertes physiques. Oui. Oui, puis on a plusieurs émissions sur les différents types d'handicap. Ce sont tous des gens qui viennent à Canal M qui ont traversé ces étapes-là de deuil. Quelqu'un dans un atelier dernièrement, un homme atteint de la sclérose en plaques, me disait, moi, un deuil, j'en viens à toutes les 2 semaines. Alors, ça aussi... Parce que ça se dégrade constamment. Ah, oui. Alors, c'est pas quelque chose qu'il règle dans ce sens-là. C'est quelque chose avec lequel il vit. Oui, puis il y a des étapes normales de la vie aussi, des deuils comme le départ des enfants de la maison, la ménopause, où on le sait que... Donc, on en vit constamment des deuils. On a tendance à l'associer effectivement à un décès, mais ce sont des deuils constants qu'on fait. J'ai envie de dire, ça fait partie de la vie. Oui. Hein, ce qu'on a aujourd'hui, la vie va changer, puis on va en perdre une partie. C'est inévitable. Je parlais de ça avec une amie hier, puis je lui disais, j'ai l'impression, j'ai 55 ans, que je dois me préparer à ce que des deuils de personnes que j'aime, il y en ait de plus en plus. Parce que j'ai un grand réseau et là, les parents de mes amis commencent à décéder. Et là, on se dit ensuite, ça sera les miens, ce sera mes propres amis, mes sœurs ou moi avant. Et j'essaie de me préparer psychologiquement à ça. Mais plus jeune, on dirait que là, c'est terrible, il est arrivé quelque chose. Mais comment arriver à faire en sorte qu'on se dit, c'est dans l'ordre normal de la vie, tout simplement? Là, on parle de la grande chose qui est l'acceptation. Vous avez raison. Accepter que la vie n'est pas toujours comme on voudrait et que la vie nous amène des surprises. Bon, c'est vrai que plus on vieillit, plus on est en contact avec le deuil. C'est indiscutable, c'est la logique de la vie. Oui. En même temps, mieux on est équipé pour être en contact avec le deuil. Dernièrement, quelqu'un me demandait, est-ce qu'on apprend à vivre des deuils? Puis je le dirais d'une manière différente. Moi, je dirais qu'on développe notre confiance de traverser le deuil. Oui. Et à partir du moment où on a confiance qu'on va y arriver, on y arrive. C'est un peu, comme vous le dites, n'importe quel deuil d'une relation. La première peine d'amour, c'est terrible. On s'en remettra jamais. Les peines d'amour de nos enfants, c'est... Puis après, on le sait qu'il va arriver cette étape-là. Oui, exact. Exactement. Et heureusement, il y a des organismes comme Lumivie qui nous aident. Heureusement? Oui. Oui. Moi, je suis... Comment dire ça? Je suis pas gênée de dire que c'est fantastique, ces organismes-là. J'ai pas fondé Lumivie. Alors, je rends grâce aux citoyens qui l'ont fondé. Trouver la force de mettre sur pied un organisme qui accompagne des gens vulnérables dans la situation particulière du deuil, c'est offrir à tous les citoyens la possibilité de rebondir. Oui. Hein, je vous disais, je pense que je vous le disais avant l'entrée en ondes, à Lumivie, juste en dessous du deuil, il y a la vie. Puis notre travail à nous, c'est de faire en sorte que la vie traverse, gagne, que la vie reprenne. Et c'est beaucoup dans cette optique-là qu'on accompagne les gens, faire en sorte que, oui, ils ont une nouvelle vie à bâtir. Oui. Mais on ne sait pas ce qu'il y a devant. On sait ce qu'on perd, évidemment. On ne sait pas ce qu'on gagne. Et tout notre travail, c'est de faire en sorte que les gens cheminent vers ce qu'ils vont gagner, finalement, dans cette situation-là. Puis parfois, est-ce que ça peut être vraiment des gains ou simplement de l'acceptation, comme vous le dites? C'est beaucoup d'acceptation. C'est beaucoup d'acceptation, mais il y a un chemin à faire pour arriver à l'acceptation. Il faut accepter de le marcher. Il faut accepter de le marcher, il faut accepter de le regarder. Puis je dirais même un petit peu plus loin, nous, on va jusqu'au point où on parle de l'héritage. Ah, dans quel sens? De toutes les personnes, quand on parle de deuil de personnes, ou en fait de n'importe quelle perte, de tout ce qu'on a fait, on récolte quelque chose. Une habileté, on a eu de l'amour, il nous a appris à faire du ski, peu importe ce que c'est. L'être humain a une petite tendance à focaliser sur les aspects
négatif. Nous, on travaille beaucoup pour mettre de l'avant. Retenez ce qui vous a été apporté par cette relation-là, par cet emploi-là. Et il est là, l'héritage. Et puis ça, on l'apporte avec nous. On peut le faire vivre dans d'autres contextes. Bien, je remarque, tu sais, Lumivie, d'abord, c'est un beau nom, c'est lumineux. Et justement, on dirait que... Est-ce que c'est le mot, c'est lumière et vie? Est-ce que c'est une contraction de ces deux mots-là? Oui, c'est une contraction de ces deux mots-là. Et c'est vraiment dans cette optique de... Le deuil fait partie de la vie. Puis au bout du deuil, ben il y a la vie encore. Hélène, comment concrètement vous aidez les personnes endeuillées? On a 3 manières. Rencontre individuelle avec un intervenant spécialisé dans le deuil. Donc, conversation. Nos intervenants sont des thérapeutes en relation d'aide, des psychoéducateurs ou des travailleurs sociaux qui ont une formation sur le deuil. Et ce qu'on vise à faire, c'est dans un premier temps normaliser l'expérience vécue. Oui. Moi, je suis toujours surprise du nombre de personnes qui appellent puis qui disent « Je pense que je suis pas normale ». Ah oui, hein? Ben pas oui. normal de quoi? D'être affecté? Pas normal parce que j'ai pas d'énergie. Pas normal parce que ça fait 6 mois qu'il est décédé puis je pleure encore. Mes amis me disent que je devrais en revenir. Donc, vous êtes parfaitement normal. Alors, on travaille beaucoup sur cette notion de normaliser. Et on travaille beaucoup sur les émotions. C'est le chemin de l'acceptation. C'est pas tout le monde qui a la capacité d'identifier ses émotions et de cheminer avec. Et on travaille beaucoup sur l'écoute. Nous, on est là pour écouter les gens. Parce que traverser un deuil, c'est le sortir de soi-même d'une certaine manière. Puis la parole est un outil fantastique pour ça. Ben là, on va prendre une petite pause de parole pour un petit court instant, Hélène, et on revient après la pause. Parfait. De retour en studio pour notre dernier bloc des Héros anonymes. Je suis en compagnie d'Hélène Nadeau, directrice de Lumivie. Et je lui disais pendant notre courte pause que je la trouve apaisante et sage. Je ne sais pas si vous partagez mon impression, mais quand j'ai la chance surtout d'avoir nos invités avec nous en studio, il y a quelque chose qui s'installe dans la relation de se voir de yeux à yeux, et j'ai devant moi une dame qui est apaisante. Alors, si je le ressens comme ça en entrevue, je suis convaincue que les gens qui font appel à Lumivie vont ressentir cette paix-là que je ressens en lui parlant. Et on avait commencé avec Hélène à aborder les services de Lumivie, donc des rencontres individuelles avec des intervenants. Mais là, je crois aussi qu'on peut avoir des rencontres de groupe. Oui, c'est ce qu'on appelle les groupes de partage. 8 personnes, généralement, 8 endeuillés, ça c'est important de le dire. Il y a un intervenant, oui, pour diriger, vont partager leur expérience. Et bien franchement, ce qu'ils ont à partager est plus important que ce que peut dire n'importe quel professionnel. De se reconnaître ou de... De se reconnaître, de se donner des manières, de se donner de l'espoir. Ils sont pas tous au même stade, ils réagissent pas tous de la même manière. Ils se nourrissent beaucoup les uns les autres et souvent, en toute franchise, deviennent des amis parce qu'ils ont partagé un moment très particulier de leur vie. Oui, c'est une vulnérabilité, puis un accueil aussi. Oui. Oui. Oui, parce que tout ça se fait dans le respect, sans jugement, avec beaucoup d'écoute. Et le troisième service qu'on offre, c'est des ateliers. Depuis quelque temps, on donne des ateliers à des groupes, des ateliers sur le deuil. En fait, on a 2 objectifs. Premièrement, donner de l'information sur ce que c'est un deuil. Souvent, les gens ne savent pas. La confusion est entre quoi et quoi?
Ils savent pas le nombre d'impacts que ça peut avoir dans la vie de quelqu'un. On a des réactions physiques, mentales, comportementales. D'où je me sens pas normale. Exactement. On peut même se questionner sur le sens de sa propre vie après ça. Ça peut vraiment être très large. On n'a pas tout en même temps, là, je vous rassure, mais on en a quelques-uns. Puis là, notre autre objectif, c'est aussi de faire comprendre aux gens comment on peut accompagner un proche qui est endeuillé. Comment faire en sorte que notre présence, elle est ressentie comme étant bienveillante, elle est ressentie comme étant soutenante plutôt que maladroite. Oui. Puis est-ce qu'on pourrait apprendre dans un atelier comme ça comment faire quand on arrive à un état comme proche où on ne se sent plus capable d'entendre comment amener la personne endeuillée à lui dire, tu sais, il existe des ressources sans que la personne dise c'est quoi, tu veux plus m'écouter, c'est pas important pour toi ou je me sens pas importante pour toi. C'est vrai que c'est pas facile à faire. Mais en toute franchise, on est mieux de le faire que d'être irrité parce que la personne nous répète son histoire. Parce que si elle répète, c'est pas pour rien, c'est qu'elle a besoin de le répéter. Oui. Et diriger quelqu'un vers des services, ça se peut qu'elle soit un petit peu irritée, mais ce sera pas long qu'elle va comprendre. Oui, c'est un geste d'amour d'une certaine manière. C'est exactement ça. En même temps, on peut pas forcer personne. Il faut que la personne veuille, c'est sûr. Mais c'est Vous parliez d'acceptation, hein? Et là. On pourrait en parler longtemps. Oui, c'est un gros morceau dans la vie, ça. Oui. Mais en général, quand les personnes réalisent l'opportunité qu'il leur est donnée de parler, parce que les personnes endeuillées, elles ressentent souvent l'irritation de leurs proches. Elles sont pas fermées là, complètement. Donc, on leur donne une porte de sortie aussi. Fait qu'il y a un aspect très positif à ça. Tout à l'heure, vous disiez, ça arrive pas tout en même temps, rassurez-vous. Est-ce qu'à ce moment-là, ça peut se prolonger dans le temps? Puis ça m'amène à la question, ça dure combien de temps un deuil normal? Et là, vous voyez mes guillemets, hein? Oui, je les vois. Je pense qu'on peut les entendre. Mais moi, j'ai envie de vous dire qu'on est endeuillé pour le restant de nos jours. Ah oui. Moi, je suis endeuillée de mon père qui est décédé il y a 10 ans. Mais ce deuil-là ne me fait plus souffrir. Ah, voilà la nuance, oui. Toute la nuance est là. Ce qu'on appelle généralement deuil, c'est la période souffrante. La traversée du tunnel, la zone noire, appelons-la comme on voudra. Et il n'y a pas de durée déterminée. Je sais que les gens aimeraient ça qu'on leur dise « ça va être fini dans 3 mois ». Ça ne fonctionne pas comme ça. L'être humain, il n'est pas programmé comme ça. Il y a beaucoup de facteurs autour qui vont avoir un impact. Je vous donne un exemple rapide. Quand dans un couple, une des 2 personnes décède, bien, ça se peut, je vais prendre l'exemple de madame, ça se peut que madame doive vendre la maison, doivent changer de quartier, doivent apprendre à conduire, ont peut-être des problèmes financiers. Donc, c'est l'adaptation à tous ces autres changements-là. Tout ça, ça arrive. Elle pleure le décès de son mari, mais elle risque aussi de trouver triste de quitter sa maison, son réseau social et tout ça. Fait que c'est d'autres deuils sur l'œil, le deuil principal. Ce qui fait que, le temps, c'est variable. Si jamais quelqu'un vous dit « un deuil, ça prend 1 an », croyez-le pas. Un deuil, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Ça dépend des gens, ça dépend des situations. Puis est-ce que ça a rapport à la relation qu'on avait avec la personne? Évidemment. Plus on est proche, plus la douleur est forte et plus ça risque d'avoir un impact sur notre vie. Mon collègue qui est décédé, je l'aimais beaucoup, mais ça n'a pas beaucoup d'impact sur ma vie personnelle. Mon conjoint qui est décédé, c'est ma vie personnelle qui est chamboulée. Alors, c'est pas du tout le même deuil. Donc, j'essaie de faire un peu du pouce sur ce que vous dites. Quand il y a le deuil d'animaux domestiques, il y a souvent des gens qui vont dire, voyons, c'est juste un chat, c'est juste un chien. Mais ces animaux-là sont justement dans notre vie quotidienne. À tous les jours, on a des rituels, les nourrir, aller les promener, ils dorment avec nous. Donc, ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est qu'il y a un grand impact sur notre vie quotidienne. On a tendance à minimiser le deuil animalier, mais il ne faut pas se tromper. Nos animaux de compagnie, ce sont des compagnons de vie. Ouais. Ils sont là tout le temps, comme vous le dites,
particulièrement les personnes qui vivent seules, c'est l'interaction vivante qu'ils ont souvent dans une journée. Ça peut être dévastateur. Et là encore, je parlais de maladresse en début d'entrevue. Bien, ces gens-là, ça se peut qu'ils se fassent dire « c'était juste un chien ». Non, c'était mon compagnon de vie. Ben, malheureusement, mon fils, son chien a le cancer, puis il va décéder, et ils ont fait un GoFundMe pour financer. Et j'ai entendu tellement de choses de dire, ben voyons, de financer un cancer d'un chien. Puis pour le moment, je disais, en ce moment, il y a besoin de sentir qu'il y a une certaine prise sur la situation, un certain contrôle. Il n'est pas dans l'acceptation, donc d'organiser cette collecte-là, c'est sa manière j'imagine, de composer avec l'acceptation. Absolument, absolument. Et ça va lui permettre, lorsque le chien décédera, d'avoir la satisfaction d'avoir fait tout ce qu'il pouvait. Oui. C'est un peu pour ça que j'ai contribué, pour qu'il puisse avoir cette satisfaction-là. Oui. C'est important. Oui. Et c'est drôle parce qu'on parlait de chats et de chiens. J'avais justement entendu lu une entrevue avec Dominique Michel qui disait que je pense que le décès de son chat, il avait ramené le décès de son père. Oui, absolument. Absolument. C'est fascinant. Tout ça, ça vient de nos émotions. Et nos émotions, on ne les contrôle pas. Mon père adorait les biscuits météo. 3 semaines après le décès, je me suis occupée de tout. Donc, je me suis pas occupée de mon deuil. 3 semaines après le décès, j'ai fait une crise de larmes incroyable dans une épicerie devant les biscuits météo. Le gérant est arrivé, tout le monde est arrivé. Aujourd'hui, quand je passe devant les biscuits météo, ça revient. Mais je souris. C'est le beau souvenir qui reste. C'est le beau souvenir qui m'est resté. À quelque part, je me dis, si j'avais pas fait ma crise de larmes devant les biscuits météo, il me rendrait encore peut-être triste aujourd'hui. Mais j'ai nettoyé d'une certaine manière. Vous avez pleuré un bon coup. Oh oui, tout le monde était inquiet dans le magasin. Donc, j'entends qu'on est endeuillé toute la vie et que c'est un cycle. Et quand ça revient, on fait quoi? On pleure ce qu'il y a à pleurer, on vide le canal, puis... Des réminiscences, on va en avoir probablement toute notre vie. On l'a aimé, cette personne, cette job, peu importe ce qu'on a perdu. On s'est investi là-dedans. C'est une partie de notre vie. On va en avoir des réminiscences, que ce soit quand une odeur va passer, une chanson à la radio. Ah oui. Ça, c'est le classique. Mais la seule solution, c'est d'accepter que oui, on va verser quelques larmes. Que c'est pas dramatique. Ça veut pas dire qu'on retourne dans la souffrance. Mais c'est ça, vous me devancez, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est comme un... Non, on n'est pas en train de reculer. On est juste en train de continuer à vivre, je dirais, ce qu'on a vécu. Mais c'est tellement normal d'avoir de ces réminiscences-là. On veut pas éliminer de notre vie ce que cette personne, cet événement-là nous a donné. Donc, ça remonte. Et ça demeure triste d'avoir perdu quelqu'un. Mais on continue notre vie. Est-ce qu'on peut parler du deuil blanc? Bien sûr, on peut parler du deuil blanc. D'abord, nous l'expliquer. Oui. C'est toujours la première question que je pose. Le deuil blanc, c'est le deuil d'une personne qui est physiquement vivante, mentalement absente. Le cas le plus classique, c'est la maladie d'Alzheimer. Oui. Votre mère, votre père, peu importe qui est vivant, a gardé la même apparence, mais plus la personne toute la relation qu'il y avait entre vous et lui n'existe plus. Elle vous reconnaît plus, les souvenirs sont partis. Tout le mode de communication que vous aviez avec cette personne-là, ça fonctionne plus. Dans le fond, vous avez une nouvelle relation à bâtir. Évidemment que ça demeure souffrant. Que ma mère ne me reconnaisse plus, c'est profondément souffrant, mais elle demeure ma mère et, dans la mesure du possible, on fait vivre une nouvelle relation. Hélène Nadeau, je vous écoute parler, puis je me dis probablement que des organismes comme le vôtre vont être encore plus... En tout cas,
essentiel ou de pouvoir avoir plus de moyens pour continuer votre travail parce qu'on s'en va malheureusement statistiquement ou démographiquement vers un plus grand nombre de décès. Mm-hmm. Oui, puis on a je vais appeler ça une révolution sociale. Je vais faire comme Alain Gravel dans son balado. On a la révolution sociale de l'aide médicale à mourir. Ouais. C'est nouveau, faut pas se tromper. Ça fait 10 ans que l'être humain peut choisir sa date de fin. Quand on y pense, c'est terrible. Mais les proches, nous on s'occupe des proches. Mais pour les proches, c'est une expérience inédite aussi. Et ça bouleverse les valeurs, les croyances. C'est une autre forme de deuil. Hélène Nadeau, directrice de Lumivie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère, comme je vous dis, que les auditeurs entendent la paix qui vient de vos propos et j'espère vraiment qu'ils vont contacter Lumivie pour avoir du soutien. Et je remercie notre équipe des Héros Anonymes, Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion technique, Chantal Doré au micro. Et j'ai envie de vous dire, nos autres émissions, elle continue à vivre pas seulement dans notre cœur, mais sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Donc, je vous invite à aller réécouter d'autres découvertes avec d'autres héros anonymes aussi magiques que Hélène Nadeau. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. On se retrouve bientôt. Au revoir. Au revoir.